Encore des nouvelles connexions, mais je vous propose de démarrer sur cette table ronde, donc sur le Store Locator. On va commencer tout simplement par, je vais juste vous expliquer rapidement comment fonctionne la plateforme si vous ne la connaissez pas déjà. Donc en bas à droite, vous pouvez envoyer des petits messages sur le chat, c'est très vivant depuis le début, si vous voulez discuter. Si vous voulez poser des questions, je vous invite simplement à les poser dans questions, comme ça on ne les perdra pas dans le chat potentiellement. Donc c'est l'onglet qui est en bas, aussi à droite, à côté de l'onglet chat. Et puis il y a l'onglet aussi sondage. On va lancer 2 sondages durant le webinar qui seront du coup dans ce petit onglet. Donc je vous inviterai à y participer au moment voulu. Donc je suis ravie aujourd'hui d'animer ce webinar avec donc 3 spécialistes, 3 experts qui vont nous parler de sujets clés sur le Store Locator, des sujets qu'on entend souvent de la part de nos prospects. Donc j'ai avec moi donc Julien Dumas, directeur général Agendize, qui est un logiciel de SaaS de prise de rendez-vous. Donc il a un petit fond avec écrit Agendize pour que vous vous repériez. Il y a aussi Hugo Bayeul, business développeur chez Amphibie, qui est une agence de création de sites WordPress. On peut reconnaître la petite abeille et le fond aussi Amphibie. Et Corentin Orsi, donc, qui est consultant SEO chez Primelis, donc une agence SEO, et qui va pouvoir aussi nous donner une vision d'expert sur la partie référencement naturel. Yes, bonjour à tous. Donc pour commencer, une introduction, et puis vous l'avez sans doute vu dans les invitations, on va débattre sur 3 thèmes qui sont le sous-domaine versus le sous-répertoire. C'est une question que j'entends beaucoup de la part de nos prospects. Le deuxième point, c'est adapter son Store Locator aux dernières innovations. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais il y a plein d'autres innovations auxquelles on peut penser. Et enfin, optimiser la conversion sur son Store Locator. C'est des sujets qui sont très importants aussi pour le Store Locator, parce qu'à la fin, le but, c'est de convertir. Et donc, on va aussi y répondre là-dessus. On va commencer par un petit sondage qui est très simple, qui est votre Store Locator, et je suis en train de le publier. Votre Store Locator est-il en sous-domaine ou en sous-répertoire? Donc là, vous répondre par sous-domaine, sous-répertoire, ou tout simplement je n'ai pas de Store Locator, ou encore je ne sais pas ce que c'est qu'un sous-domaine ou qu'un sous-répertoire. Dans tous les cas, on va vous la définir rapidement au début de cette question. Donc je vous invite à y répondre dans le petit onglet sondage. Et en attendant, je vais introduire le Store Locator. Rapidement, une petite définition du Store Locator, si jamais il y en a parmi vous qui n'en ont pas et qui ne savent pas bien exactement ce que c'est. En tout cas, la définition qu'on a chez Partout, c'est que c'est un regroupement de pages locales et elle vise à orienter l'utilisateur vers le point de vente qu'il recherche. Donc, il y a 2 objectifs principaux d'un Store Locator. Pour vous, en tout cas, le premier, c'est de générer des leads. Donc là, je l'ai mis par une porte d'entrée. Le but, c'est d'avoir vraiment une nouvelle porte d'entrée vers votre site web et à la fin vers vos magasins, vos points de vente. Le deuxième objectif, donc c'est un objectif de conversion. Le but, c'est de convertir, de faire plus de chiffre d'affaires et donc de générer plus de conversion en magasin ou sur site. Donc le premier objectif, il va plus être lié potentiellement à du SEO, à du référencement, et le deuxième point, plus à l'UX pour améliorer un petit peu la conversion et le user pass. D'un point de vue SEO, c'est en tout cas l'objectif, c'est d'être bien structuré, d'avoir un bon maillage de pages, des intégrations de contenu, des métadonnées, des données structurées, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si en tout cas vous êtes intéressé, évidemment, vous pouvez prendre contact avec Partout. On vous expliquera comment nous on le construit. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Et donc sur la conversion, on parle plutôt du X, c'est trouver l'information en un minimum de clics. Est-ce que la solution intègre bien les outils nécessaires pour se rendre facilement en magasin et améliorer l'expérience utilisateur? C'est toutes ces questions-là qui sont importantes à voir dans le cadre d'un Store Locator.
Donc pour ça, nous, la façon dont on définit chez Partout, c'est que c'est un ensemble de pages. Donc il y a des pages hub qu'on peut appeler la home page pour rechercher un point de vente, et les pages par zone géographique pour potentiellement être trouvées par zone géographique. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Et puis on a une page pour chaque établissement avec du contenu vraiment dédié pour être trouvé au mieux. Donc le Store Locator, il s'adresse à toute entreprise qui a des points de vente physiques et qui souhaite booster son trafic sur son site web ou son point de vente. Et que ce soit dans une logique d'anticipation, soit d'enjeux externes, on a déjà entendu parler de la DMA ou de l'intelligence artificielle avec Google SGE, mais il y a aussi tout simplement juste une volonté d'améliorer son référencement naturel, son expérience utilisateur. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc, durant ce webinaire, on va traiter des questions en tout cas, que nos prospects nous posent souvent. Donc, l'idée, c'est pas que Partout répondre, mais qu'on vous a amené du coup des experts pour pouvoir avoir le bon point de vue et pouvoir vous forger la meilleure idée avec des personnes qui savent exactement de quoi elles parlent. Alors, je regarde rapidement si on a des résultats au sondage, mais sinon on pourra voir plus tard. On regardera plus tard. Du coup, passons à la première partie. Donc, sous-domaine versus sous-répertoire. Donc, comme je le disais, c'est une question que j'entends énormément de la part de nos prospects. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un sous-domaine, un Store Locator en sous-domaine ou en sous-répertoire? C'est un peu la question. Et du coup, Corentin, déjà, peut-être que tu peux expliquer rapidement la différence entre les deux. Yes. Alors du coup, le sous-domaine va tout simplement être considéré comme un site distinct. Il se trouve avant le domaine racine dans une URL et est séparé par un point. Donc, dans le schéma que vous avez sous les yeux, il s'agit bien de cross-brand point considéré comme le sous-domaine de primelis.com. Le sous-répertoire, quant à lui, appartient au domaine racine ou au sous-domaine et il va venir organiser un ensemble de sous-pages. Il se trouve donc après le domaine racine dans une URL et donc dans le schéma que vous avez sous les yeux, il s'agit bien donc de /service considéré comme un sous-répertoire. Voilà pour la petite explication rapide. Et du coup, maintenant, l'idée, c'est d'avoir un avis expert sur est-ce qu'il y a une solution qui est mieux que l'autre. Donc, Hugo, par exemple, je sais que avec tous les sites web que vous refaites côté Amphibie et que vous avez tous les projets de refonte, est-ce qu'il y a à chaque fois il y a un Store Locator, mais c'est quoi du coup ton point de vue par rapport à ça? Oui, complètement. Alors, mon avis, je vais le donner d'une façon très technique, d'accord? Donc, effectivement, sur le sous-répertoire, comme l'a expliqué Corentin, on vient juste garnir l'arborescence du domaine principal, donc il n'y a pas forcément d'enjeu technique à ce niveau-là. Quand bien même sur le sous-domaine, on peut se poser des questions. Si je prends l'exemple de Partout, d'accord? Donc, vous avez un sous-domaine pour le StoreLoc, vous avez un domaine principal pour votre site web, d'accord? Et donc, l'idée, c'est de faire communiquer les deux environnements techniques. Donc, comment ça se matérialise? Nous, en tant qu'Amphibie, avec votre domaine principal, on va venir effectivement mettre un script en place qui a été donné par les équipes de Partout pour que les deux domaines puissent communiquer. Je vous rassure là-dessus, c'est très très simple, une demi-journée d'accompagnement. Et donc, la conclusion que j'en porte, c'est effectivement, il n'y a pas de point majeur, bloquant ou très technique, spécifique, si je puis dire, pour cette mise en place. Merci beaucoup. Et d'un point de vue SEO, du coup, Corentin, ce serait quoi ton point de vue? Alors en fait, tout d'abord, il convient de comprendre pourquoi en fait on se pose cette question en SEO la plupart du temps. Comme je l'expliquais en introduction, le sous-domaine est un site distinct et qui dit site distinct dit autorité et historique SEO qui lui sont propres. À l'inverse, le sous-répertoire qui lui n'est pas considéré comme un site à part entière va profiter de l'autorité et de l'historique du domaine ou du sous-domaine auquel il appartient. Donc voilà déjà pourquoi on entend souvent dire que le répertoire est à privilégier d'un point de vue SEO. Dans les faits, Google est parfaitement capable de comprendre et de traiter un sous-domaine comme faisant partie du domaine principal si, par exemple, les deux ont le même menu ou le même footer
ce qui est le cas aujourd'hui de la gestion d'un store locator chez Partout. Je donne souvent comme exemple et comme preuve Google. Avant, on pouvait se positionner sur Google sur le même mot-clé hors marque avec plusieurs sous-domaines. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, ce qui prouve que Google comprend de mieux en mieux l'écosystème domaine, sous-domaine. Donc en fait, sous-domaine versus sous-répertoire pour un store locator, on va dire que la réponse est finalement à nuancer. C'est pourquoi j'ai listé en fait un certain nombre de questions sous forme de checklist pour vous aider dans votre prise de décision. Donc si tu veux bien qu'on fasse la checklist, yes. Alors première question, est-ce que j'ai un nombre important d'établissements physiques? Si ce n'est pas le cas, une gestion assez basique sur le domaine principal pourrait suffire. Sinon, et ça nous amène à la deuxième question, quelle part va représenter mon store locator sur la totalité en fait des pages de mon site? Ici, on parle aussi de budget de crawl ou encore de ressources que les moteurs de recherche allouent à votre site pour l'explorer. Globalement, si votre store locator représente une trop grosse part de votre site principal, les moteurs de recherche risquent d'épuiser ce budget de crawl au détriment de vos pages business. Dans ce cas, autant faire un sous-domaine dédié pour que le contenu du site principal ne soit pas tout simplement noyé. J'aime bien prendre comme exemple en fait le cas de Allianz, donc spécialiste en assurance que tout le monde connaît. Leur store locator en tant que sous-répertoire représenterait près de 60% du site principal. Dans ce cas, il est donc beaucoup plus judicieux d'avoir son store locator sur un sous-domaine pour justement éviter ce gaspillage du budget de crawl sur le site principal. Troisièmement, est-ce que je suis en capacité de créer et de maintenir moi-même mon store locator? Plus particulièrement, est-ce que j'ai les connaissances techniques ou est-ce que j'ai le temps, tout simplement, de maintenir mon store locator à jour? Ça, c'est une question basique, mais en tout cas importante. Ensuite, est-ce que le stack technique de mon site principal est en mesure d'accueillir la solution qui va gérer et maintenir mon store locator? Par exemple, ça arrive, l'hébergeur ne permet pas l'installation de certaines technos spécifiques sur un sous-répertoire. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, ça peut arriver. Donc ça, c'est des choses, c'est une question à se poser et à vérifier. Cinquième question, et donc une question qui n'est pas des moindres, c'est est-ce que côté légal et sécurité, tout est au vert pour accueillir le store locator sur mon site principal? On rencontre souvent en fait dans les secteurs sensibles comme la santé ou le secteur bancaire des contraintes et tout simplement les DSI préfèrent cloisonner les différentes entités comme leur store locator tout simplement pour des raisons de sécurité et d'étanchéité. Et enfin, est-ce que je suis en capacité de mettre en place un sitemap dédié à mon store locator? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est parfois plus simple de mettre en place un sitemap au global sur un sous-domaine qu'un sitemap dédié à un sous-répertoire de mon site principal finalement. Donc voilà, 6 questions en fait sous forme de checklist auxquelles je pense qu'il est important de répondre avant de se lancer dans un projet de store locator. Du coup, si je comprends bien, en gros, il y a parfois la solution de sous-domaine sera même plus intéressante que le sous-répertoire. Oui. Et puis surtout que du coup, côté Google, on comprend bien qu'il n'y a pas de différence spécifique entre les deux, quoi. Alors, Google comprend de mieux en mieux, c'est comme je disais, l'écosystème entre domaine et sous-domaine, et encore plus si justement on se retrouve avec le même menu, le même footer, d'autres éléments en tout cas phares de chacun identiques, et ce qui est le cas aujourd'hui pour la gestion d'un store locator chez Partout. Et je pense aussi qu'il faut peut-être rajouter, c'est que il faut pouvoir aussi, côté en sous-répertoire, il faut pouvoir aussi implémenter toutes les choses basiques d'un store locator, à savoir un bon maillage avec des pages régions, etc. On ne l'a pas précisé ici, mais
effectivement, si la solution sous répertoire ne permet pas ça, forcément, elle sera juste moins bonne d'un point de vue SEO. Est-ce que tu vois d'autres avantages potentiellement d'un sous-domaine? L'avantage que je vois en plus, il est purement esthétique pour le coup, c'est le fait d'avoir un sous-répertoire en moins, un répertoire en moins avec une gestion en sous-domaine versus une gestion en sous-répertoire. Tout simplement parce que avec une gestion sur un sous-répertoire, on va avoir l'entrée du store locator qui sera par exemple /magasin ou /autre pour spécifier qu'on est bien dans le silo du store locator. Donc, clairement, c'est une tendance que nous aussi, hein, on constate clairement quand on intègre une solution comme la nôtre, un outil SaaS sur un site web. Il y a 2 points clés qui sont effectivement importants. C'est le premier, effectivement, forger de jolies URL et effectivement avoir un sous-domaine dédié. C'est utile parce que ça permet effectivement d'apporter plus de clarté finalement dans l'expérience utilisateur aussi. Et l'autre point, c'est Corentin l'a dit, hein, il y a des secteurs qui vont driver finalement dans quelques mois, dans quelques années, les tendances de sécurité des sites. Aujourd'hui, c'est la santé, c'est la banque, l'assurance qui ont un niveau effectivement de sécurité on va dire, un petit peu relevé. Et c'est une tendance que nous, on constate, toutes nos intégrations se font aujourd'hui en sous-domaine parce que ça permet effectivement de filtrer des questions de sécurité, d'appliquer des protocoles spécifiques, d'élargir si besoin certains protocoles de sécurité par rapport au site standard, surtout si celui-ci héberge des accès espace client qui peuvent nécessiter effectivement un niveau de sécurité renforcé, alors que le site web et le store locator surtout doit lui être un produit d'appel facilement accessible avec des contraintes de sécurité minimales parfois. Ouais. Et également, Alice, je me permets d'ajouter par rapport à ça, ce qu'on observe en tant qu'agence web, c'est que généralement, quand l'annonceur nous dit on souhaite intégrer un sous-répertoire, c'est parce que derrière, il y a une demande spécifique, technique, on va dire, et un besoin stratégique qui est fort pour justement l'annonceur en question. Nous, le constat qu'on fait en tant qu'agence web, c'est de dire, nous, on a un devoir, effectivement, c'est de connaître les outils qui sont au sein d'un écosystème, au sein d'un site web, si je puis dire. Et l'avantage, effectivement, d'intégrer un partenaire tierce de confiance sur la partie sous-domaine, c'est qu'on a une vraie expertise technique. Si on prend l'exemple du StoreLock, en tant qu'amphibie, on a appris plein de choses à travailler avec Partout, parce que nous, on a plutôt une vue, on va dire, opérationnelle du StoreLock, là où Partout, effectivement, va avoir un accompagnement très fin par rapport à une thématique et également une vue beaucoup plus stratégique. Yes, donc finalement, si je peux conclure un peu sur cette partie, dans un projet de store locator, finalement, le choix entre le sous-domaine et le sous-répertoire va plutôt dépendre de facteurs techniques ou légaux. On l'a vu, mais dans tous les cas, c'est mieux d'avoir un store locator que rien du tout. Exactement. Et je suis désolée, j'ai fait un petit problème technique. Il y a Olivier qui a posé une question et du coup j'ai dû la supprimer. Donc Olivier, si vous pouvez réécrire la question comme ça, on n'oublie pas, ce serait parfait. Du coup, merci beaucoup déjà pour tous vos points de vue, c'était super intéressant. Côté Partout, en fait, en tout cas nous ce qu'on voit, c'est que on a beaucoup de clients qui sont passés d'un sous-répertoire à un sous-domaine du coup avec notre solution Partout. Et concrètement, il y a des super bons résultats. On observe du plus 40%, du plus 100% et même parfois plus entre avant avec la solution en sous-répertoire et après avec la solution en sous-domaine. Donc, c'est vraiment des super résultats et ça montre bien que le sous-domaine n'est pas nocif, on va dire, pour le trafic et que ça permet même de générer encore plus de trafic parce qu'il y a plein d'optimisations qui sont faites par ailleurs. Donc merci déjà à toutes les questions, on les retient, on les traitera à la fin, n'hésitez pas à en rajouter évidemment. Et je vous propose de passer au deuxième thème qui est au sujet des innovations, les dernières innovations. Je sais qu'Hugo, dans un premier temps, tu as peut-être des conseils à nous donner, des conseils assez simples. Yes, déjà en préambule, on peut poser comme conseil assez simple d'avoir un StoreLock qui soit bien optimisé, on va dire techniquement d'un point de vue UX et d'un point de vue contenu. On y reviendra sur la question 3 au niveau de la partie conversion. L'idée effectivement sur cette partie innovation, c'est de vous pousser quelques tips, d'accord, de rester aussi assez terre à terre. On aurait pu parler de visite virtuelle de magasin ou autre, on n'a pas été aussi loin. Allez, premier tips, effectivement,
on peut intégrer sur son Storelock un live chat avec une IA derrière qui permettent justement d'avoir une information très fine en tant effectivement que visiteur. D'accord? Ça, c'est le premier tips que je peux vous donner. Le deuxième, très intéressant, c'est d'avoir un module de magasin favori. Ce que j'entends par là, vous allez arriver sur une plateforme, vous allez sélectionner votre magasin sur le Storelock et quand vous allez revenir sur la plateforme en question, vous avez effectivement ce magasin favori qui est présélectionné et donc des infos toujours fines au niveau des stocks, au niveau des promotions, vraiment dédiées à 1, 2 ou 3 magasins par rapport à votre zone géographique. La dernière recommandation, qui est un peu typée RSE, vous allez comprendre, l'idée, encore une fois, j'émets une requête sur le Storelock, je vois les magasins les plus proches de chez moi et je vais avoir un itinéraire. Et on va pousser la chose encore plus loin, on va avoir effectivement des propositions d'itinéraires par moyen, d'accord, de locomotion, et notamment avec l'empreinte green, si je puis dire, qui est dédiée à chaque moyen. Voici 3 tips qu'on peut vous donner. Bien entendu, il y en a d'autres. On a essayé de rester sur des tips, on va dire, audibles et on va dire jouables en termes de mise en place, si je puis dire. Soyons réalistes, exactement. C'est ça. Non, il y a beaucoup d'innovations, effectivement, comme tu le dis, Hugo, qui peuvent être mis pour affiner finalement la recherche. Et c'est dans ce cadre-là aussi que c'est intéressant, grâce à des solutions comme la nôtre, par exemple de prise de rendez-vous en ligne et d'engagement client, où on va pouvoir aussi rapporter un niveau de finesse supplémentaire dans le cadre effectivement d'un maillage assez important, où on va pouvoir dire, bah voilà, je vais chercher effectivement des POI proches de moi qui ont une disponibilité, par exemple, le mardi après-midi. Et ça, on va pouvoir du coup affiner en plus l'expérience de disponibilité, parce qu'il y a rien de plus frustrant que de devoir cliquer sur 3, 4, 5 POI et de se dire, ah ben mince, finalement, il n'y a pas de créneau disponible pour moi sur ce magasin. Là, on va pouvoir apporter un niveau de finesse et de recherche supplémentaire en disant, voilà, affiche-moi uniquement les POI qui ont effectivement un rendez-vous le mardi après-midi. Affiche-moi ceux qui proposent des rendez-vous en visio. Nous, on a certains use cases où ça permet également de répartir la charge sur le territoire. On a des zones très denses qui vont tracter à énormément de trafic dans un but effectivement de conversion web to store, mais on a parfois aussi certains types de rendez-vous, certains types d'engagements qui peuvent totalement se faire en visioconférence, et dans ce cas-là, il y a un report naturel du trafic qui peut se faire entre les zones denses et les zones moins denses qui, elles, ont plus de disponibilité, notamment en visioconférence, et sont totalement en capacité de traiter le premier contact avec le visiteur et de manière quasi instantanée. Donc ça, c'est des éléments contextuels qui peuvent être apportés à un store locator de manière très simple. Ce qu'il faut retenir dans tous les cas, c'est que le store locator, dans tous les cas, est un produit qui supporte énormément l'innovation, finalement, parce qu'il peut s'interconnecter très facilement avec des solutions d'IA, comme le disait Hugo, de recherche conversationnelle, de recherche vocale, et de permettre d'affiner au mieux la recherche. C'est ça l'enjeu, pour avoir on va dire le résultat le plus pertinent en un minimum de temps. Voilà. Et Corentin, peut-être que tu as un point de vue aussi sur là-dessus. Quelles sont les nouveautés que vous constatez côté SEO? Yes, alors côté SEO, on va bien entendu veiller à ce que toutes les pages soient bien optimisées d'un point de vue maillage interne. Julien vient de le dire, c'est très important, mais également en termes de contenu. Et donc, dans un store locator, on parle souvent de centaines, voire de milliers de pages, et c'est là que finalement peut intervenir l'IA en tant qu'assistant pour de la génération de contenu de manière industrielle. Petit rappel, juste, selon Google, c'est sa communication officielle, le contenu généré via IA ne pose aucun problème pour ranker tant que celui-ci est de qualité et pertinent pour l'utilisateur. Donc, dans le cadre d'un projet de store locator, l'idée, c'est d'avoir un contenu pertinent et contextualisé sur l'ensemble de ces pages et d'apporter une attention toute particulière aux pages qui représentent le plus gros potentiel en termes de trafic et de business. Complètement. Je me permets d'ajouter, Alice. Excuse-moi, effectivement, Corentin parlait d'IA et de génération de contenu. C'est une thématique qui revient très, très souvent auprès de nos clients. Pour vous donner un petit peu de matière, parce que certains annonceurs se disent, bon, ok, c'est génial, mais comment on met ça concrètement en place? Faut savoir que côté Amphibie, par exemple, on a développé un module de content spinning. Donc, le content spinning, c'est le fait de pouvoir générer des contenus à la volée pour qu'on puisse derrière, effectivement, à partir d'une page établissement, générer justement les pages pour vos X établissements suivants.
Donc, si jamais il y en a qui ont des questions par rapport à ça, qui souhaitent une démo, on a une démo toute faite d'ailleurs de cet outil. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec grand plaisir là-dessus. Merci Hugo. Alors c'est un petit peu coupé, mais on a bien compris. De mon côté, je voulais aussi un petit peu lancer le sujet rapidement sur la Google SGE. Je vais l'introduire très rapidement, évidemment, si vous voulez en savoir plus. Côté partout, on peut aussi vous faire des démonstrations là-dessus. Donc simplement, la Google SGE, donc c'est Search Generative Experience, c'est la capture d'écran que vous voyez ici. C'est pas encore arrivé en France, on le voit un petit peu aux États-Unis, mais l'idée c'est qu'avec l'intelligence artificielle, dans les requêtes qu'on va faire à Google, elles seront beaucoup plus conversationnelles. À la fois dans les requêtes seront plus longues et les réponses en fait seront, comme on peut le voir dans ChatGPT, elles seront complètement rédigées avec des sources de trafic, des sources de sites web qui apparaissent à droite. Là, il y en a 3. Donc l'enjeu en fait que, en tout cas moi je vois ici, c'est que il va falloir avoir beaucoup plus de contenu pour pouvoir répondre à toutes ces requêtes qui sont beaucoup plus spécifiques et précises, des requêtes longues. Potentiellement, le Store Locator pourrait être une réponse, là où les plateformes peut-être n'ont pas la possibilité d'intégrer autant de contenu et autant de contenu personnalisé, c'est-à-dire que chaque business va avoir ses spécificités. Moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu depuis l'intégration de ChatGPT, c'est qu'il y a beaucoup plus de contenu long qui est publié sur les sites web depuis son lancement. Mais du coup, je serais super intéressée d'avoir la vision plus côté SEO. Corentin, est-ce que tu as... quel est votre point de vue déjà d'un point de vue SEO? Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter structurellement? Est-ce que du coup, on va plus avoir de métadonnées, de balises schéma, etc. Ou est-ce que ça va perdurer? Ou est-ce qu'il faudra rajouter d'autres choses? Est-ce que voilà, c'est un peu toutes ces questions que moi, en tout cas, je me pose là-dessus. Yes, nous aussi on se pose beaucoup de questions. Concernant en tout cas le SGE, Google est encore en phase de test, comme tu l'as dit, et n'a pas encore communiqué officiellement sur son fonctionnement en termes de sourcing pour générer ces fameux résultats assez conversationnels. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que chez Primelis, on a une BU dédiée aux US qui fait partie des bêta-testeurs et qui cherche déjà à comprendre en fait les patterns de ces résultats pour en faire des opportunités. Parce que effectivement, ça va être des très très grosses opportunités de trafic. Pour le coup, les basiques en termes d'optimisation SEO resteront les mêmes. Maintenant, à voir comment on peut essayer d'adapter la structure des contenus, le balisage, par exemple, de données structurées, etc., pour faire en sorte de mieux apparaître et plus facilement apparaître dans ces résultats un peu spécifiques qui arrivent très rapidement. Donc des changements à prévoir, mais encore assez flou a priori pour en avoir des conclusions. C'est encore c'est très nouveau. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la partie 3. Donc la partie 3, elle est plutôt liée à la conversion, comme je disais en tout début de ce webinaire, de cette table ronde. L'objectif du Store Locator, c'est de générer un maximum de trafic. On a déjà pas mal répondu à ces questions. Du coup, là, ensuite, il faut convertir. Donc, comment on peut optimiser la conversion sur son Store Locator? Hugo, je crois que tu avais une petite liste de règles à connaître là-dessus. Il faut avoir des tips à présent, effectivement. Quand on parlait du UX, technique, c'est un prérequis d'avoir effectivement un store log qui soit optimisé et même un environnement web qui soit optimisé pour avoir effectivement la navigation qui soit la plus fluide possible. Quand je dis technique, je pense temps de chargement, tout simplement. Après, effectivement, la partie UX, je vais faire un focus sur la partie mobile qui est encore trop souvent délaissée. Et donc, effectivement, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Également sur les parcours, bien évidemment, pour amener l'utilisateur d'un point A à un point B. Et là, le dernier point, on en parlait tout à l'heure, on parlait des contenus. Ben oui, il faut avoir ces fiches établissements qui soient personnalisées, optimisées, avec de la réassurance, avec la bonne information, etc., etc. Donc, il y a du travail, mais en suivant effectivement ces 3 règles clés, on optimise toutes ces chances de conversion. Après, voilà, on peut se faire plaisir sur de l'A/B test et toutes ces choses-là.
Et il y a un outil spécifique qui est très tendance en ce moment, qui améliore aussi l'expérience utilisateur, c'est la prise de rendez-vous, en particulier Agendize. Et effectivement, bah oui, comme je le disais tout à l'heure, le Store 14, voilà, est un produit qui s'adapte facilement à l'innovation et voilà, effectivement, l'optimisation de la conversion, c'est un enjeu qui est crucial pour le Store Locator, pour tous les sites. Aujourd'hui, les outils de formulaire sont, voilà, une étape par laquelle tous les Store Locators sont passés, mais représentent aujourd'hui un petit peu une bouteille à la mer. C'est-à-dire qu'on envoie au réseau une information, un lead, et à vous de le traiter. Maintenant, on est souvent très organisé pour pouvoir optimiser ça. On a passé beaucoup d'attention à optimiser l'UX, comme Hugo vient de le dire, le SEO, avoir du trafic, convertir au mieux pour faciliter les clics. Maintenant, il faut convertir bien. Et effectivement, en convertissant bien, un outil comme le nôtre va permettre d'engager immédiatement finalement le visiteur dans un tunnel de transformation qui a été géré, piloté, construit par la marque, qui va s'appliquer instantanément à l'ensemble du réseau, de permettre effectivement de transmettre la bonne information au bon moment, et surtout d'engager finalement le visiteur dans un tunnel de transformation immédiat. C'est-à-dire qu'il y a des notifications de rappel, de confirmation qui peuvent être personnalisées en fonction du contexte, en fonction de son cycle de vie, en fonction de la connaissance que l'on a de lui. Et juste pour information, on est aujourd'hui sur des taux de lecture de nos notifications de confirmation de rendez-vous lors de nos workflows d'animation, finalement, qui visent à améliorer l'honorabilité des rendez-vous de plus de 80%. Et donc, c'est une opportunité pour l'ensemble des services communication, marketing, de faire de l'éducation, finalement, de ce visiteur de la bonne manière. Hugo disait tout à l'heure, c'est important de mettre la promo du moment, la thématique commerciale du moment, de la réassurance de marque sur le Store Locator. C'est encore plus vrai dans les confirmations de rendez-vous parce que du coup, on va appuyer finalement, être le guide de notre réseau en se disant, voilà, ça c'est la thématique du moment. On va éduquer le prospect entre le moment où il a pris son rendez-vous et il va réaliser son rendez-vous sur de la réassurance. Il a fait le bon choix finalement de prendre ce rendez-vous dans ce réseau, dans ce pays, dans cette zone pour cette activité. Et par exemple, on va faciliter l'upsell en lui proposant finalement la thématique du moment, le produit complémentaire tendance ou en tout cas celui que la marque en centrale veut mettre en avant et pas simplement à la volonté, à l'initiative du réseau. Et le dernier point, c'est surtout que ça permet avant tout de rendre disponible son réseau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quand on envoie un formulaire aujourd'hui tard la nuit ou le soir de manière décalée, on ne va pas avoir de réponse immédiate, à part une réponse autogénérée en disant on a bien pris note de votre demande, on reviendra vers vous pour vous confirmer le rendez-vous. Là, quelles que soient les habitudes qui sont en train d'évoluer de manière très forte et qui se déportent de plus en plus tardivement dans la soirée, c'est ce qu'on constate chez nous en termes de prise de rendez-vous, en tout cas d'action sur notre plateforme, et immédiatement, même s'il est 2 heures du matin, on peut très clairement le réassurer et dire voilà, vous serez pris en charge peut-être demain matin à 10 heures par telle personne dans notre magasin. Et ça va permettre finalement d'avoir vraiment une relation qui est premium et personnalisée. Très bien. Donc, si je résume un peu cette partie, donc il y avait les 3 règles d'Hugo et finalement, en fait, la prise de rendez-vous, elle rentre à la fois dans la partie UX, où on doit penser pratique, et la partie un peu technique aussi, parce que finalement, Agendize est bien optimisé et du coup, c'est très pratique à utiliser. Et donc, on va l'utiliser beaucoup plus. Donc, elle fait partie, je pense, de ces 2 règles. Et puis, du coup, le contenu, comme tu disais, Hugo, d'avoir suffisamment de contenu pour bien renseigner l'utilisateur comme il faut. Parce que s'il n'a pas l'information, s'il ne peut pas prendre rendez-vous parce que ça ne marche pas, il ne va pas le faire et puis on va juste le perdre en fait. Très clairement, juste pour l'anecdote, pour conclure, selon les analystes marché, globalement de la prise de rendez-vous, d'ici 2027, donc c'est quasi demain, il y aura plus de boutons d'action de scheduling, de prise de rendez-vous au total, une version mondiale, que de numéros de téléphone. Parce qu'effectivement, voilà, c'est un média qui a de plus en plus de mal finalement à perdurer dans le temps avec de la disponibilité, alors qu'effectivement des boutons d'action, de click to call, d'action live, quel qu'il soit, ça peut être un chat, une prise de rendez-vous en ligne, vont du coup dépasser très clairement le volume des communications et des médias historiques. Intéressant. Alors pour conclure, je vous propose un deuxième petit sondage que je publie à l'instant. Sur quels éléments travaillez-vous sur votre Store Locator actuellement? Est-ce que c'est le SEO? Est-ce que c'est l'intégration de nouvelles technologies, type module de prise de rendez-vous ou autre? Optimisation de conversion, donc UX, nouveaux outils de conversion, ou peut-être rien du tout.
Donc, n'hésitez pas à y répondre dans l'onglet sondage. Et je vous propose, dans le même temps, de passer aux questions-réponses. J'ai vu qu'on en avait pas mal dans l'onglet questions. Il y en avait aussi côté chat. On a rapatrié dans Clément a bien voulu recopier les questions dans le petit onglet questions. Mais n'hésitez pas, voilà, à bien poser vos questions dans l'onglet questions parce que sinon on peut passer au travers. Ce serait dommage. Alors, on peut commencer par celles qui sont le plus votées peut-être. On avait Melvin. Qu'est-ce que important en volume d'établissement pour vous? Donc, juste pour remettre dans le contexte, je pense que c'était au début de cette table ronde quand on parlait, Corentin parlait de, il faut qu'il y ait un volume, enfin, on parlait de quel est le nombre d'établissements, est-ce que c'est important, etc. Est-ce que là-dessus, toi, Corentin, tu as une réponse spécifique? Je pense que c'est effectivement, ça dépend un peu des cas. Ouais, en fait, ça va vraiment dépendre des cas, mais important en fait, c'est en lien en fait avec les questions d'après. Est-ce que le volume d'établissements physiques est tel que je ne peux pas le gérer, le créer et le maintenir à jour moi-même, tout simplement en fait. Ça va être vraiment fonction des ressources internes. Et c'est pour ça qu'on se pose la question en premier, est-ce que j'ai un volume assez important d'établissements physiques tout simplement. Et je disais également que avec un nombre assez faible, donc je sais pas moi par exemple une toute petite dizaine d'établissements physiques, potentiellement ça peut se gérer assez facilement, assez simplement sur un sous-répertoire et un sous-domaine n'est peut-être pas nécessaire pour gérer ce store locator assez faible. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question peut-être. Quel est l'intérêt d'avoir le store locator créé et géré par Partout plutôt que de faire en dur et en one-shot par une agence web classique? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si Hugo, tu veux répondre. Moi, je peux répondre aussi, mais ce sera peut-être un peu plus biaisé comme réponse. Ouais, bah, déjà, je rebondis sur un point que j'ai évoqué sur la partie 2, c'est le niveau d'expertise. Effectivement, une agence web est enclin généralement avec les outils qui sont annexes au CMS justement à développer ce store lock. Mais comme je le disais, en tout cas en tant qu'Amphibie, on est une vue très opérationnelle, on n'est pas forcément dans le conseil à ce niveau-là. A contrario, Partout ayant une verticale dédiée avec des équipes dédiées à ce niveau-là, on va avoir un accompagnement et une mise en place stratégique beaucoup plus fine à mon sens qu'avec une agence qui sera beaucoup plus 360. Et puis du coup, enfin pour compléter aussi, je me permets, c'est que pour expliquer un petit peu, c'est que nous effectivement côté Partout, on fait des dizaines et des dizaines de store locators, on les améliore continuellement, que ce soit d'un point de vue perf ou d'un point de vue même suivi des standards marchés. On est en relation notamment avec Primelis, donc on a aussi leurs conseils d'un point de vue SEO. Donc on est à l'affût en fait de toutes les nouveautés, de toutes les potentielles optimisations d'un point de vue SEO et d'un point de vue aussi UX. Et donc, on a un produit finalement qui va être le plus optimisé possible d'un point de vue SEO, d'un point de vue conversion. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir un expert, c'est ça. Et puis, au-delà de ça, c'est qu'effectivement, on a une solution de support aussi qui est proposée chez Partout. Et on vous accompagne en fait dans toute la mise en place et dans toutes les améliorations d'année en année pour que tout soit bien à jour correctement. Merci beaucoup pour cette question. Ensuite, y a-t-il vraiment un intérêt à passer par une solution de... ça, on vient d'y répondre du coup. Ah non, c'est un peu la même question, mais c'est... Y a-t-il vraiment un intérêt à passer par une solution de création de store locator externalisé ou une page avec Maps plus localisation des magasins créés en interne peut être équivalente? Je réponds rapidement, mais concrètement, une page avec une map, c'est une localisation des magasins. En fait, ça veut dire que vous n'avez pas de page potentiellement par établissement. Et du coup, ça va être un petit peu limité. C'est un peu la même réponse en tout cas que ce qu'on vient de faire, donc je me permets de passer rapidement. Ensuite,
Question intéressante. Dans le cas où nous n'avons pas de point de vente physique, mais où nous intervenons à domicile, donc avec une zone desservie, est-ce que le store locator est-il utile également? C'est une bonne question. Je pense que d'un point de vue SEO, d'avoir déjà des petites pages avec potentiellement une zone desservie, ça peut être intéressant, mais je ne sais pas, Corentin, est-ce que tu as peut-être un avis sur cette question? C'est un peu spécial, effectivement. Quand on parle de store locator, on s'attend aussi à avoir une adresse postale physique, des horaires d'ouverture, ce genre d'éléments en fait sur des fiches d'établissement, ce qu'une zone desservie n'aura potentiellement pas. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un peu compliqué d'avoir un store lock dédié et d'avoir des fiches dédiées pour des zones desservies. Chose qu'on pourrait avoir potentiellement dans les fiches GMB, aujourd'hui GBP, donc Google My Business. On a une zone, on peut spécifier des zones spécifiques desservies pour des services, mais pour un store locator en dur, je suis plus réservé, j'avoue. Après, ça dépend. Est-ce que c'est pas si c'est par exemple une zone desservie qui est une ville, et dans ce cas-là, on peut biaiser le truc et dire que c'est pour ressortir sur des requêtes avec une ville, ça peut peut-être être intéressant, mais ça dépend peut-être des cas. Avoir une stratégie locale, ça, oui. Après, avoir des fiches dédiées à des établissements pour des zones desservies, là, par contre, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, avoir une stratégie locale par zone desservie, totalement. Avec des pages villes potentiellement. Donc, ouais. Et c'est là qu'une solution comme Agendize va permettre aussi d'aller à la step d'après. Et c'est là où on voit toute la liaison entre Store Locator qui va proposer une première expérience. Effectivement, je cherche une zone, je l'identifie et je vais pouvoir, voilà. Et nous, on va pouvoir prendre le relais ensuite pour dispatcher finalement ce flux sur des critères qui sont, comme le disait Corentin, qui peuvent pas être liés à une page parce que du coup, il y en a pas, mais qui peuvent être liés à une tournée, un staff, un commercial itinérant. On peut imaginer ce qu'on veut en fonction du use case dans lequel on se positionne. Mais c'est là où effectivement, on va capter un flux localement parce que c'est intéressant d'avoir une stratégie locale et ensuite on va pouvoir le diffuser un peu plus finement en tenant compte dans notre outil finalement des contraintes de planification liées à la géolocalisation, au trajet, à la gestion des tournées, etc., etc. Tout à fait. Donc ça va dépendre un peu des cas. Question de Samy. Les budgets de crawl sont donc eux aussi un sous-domaine. Eux aussi au sous-domaine, pardon. Est-ce que tu peux répondre à cette question, Corentin? Alors, je suis pas sûr de comprendre à 100% la question. Est-ce que c'est le budget de crawl est dédié au sous-domaine? Si c'est le cas, oui, Google en fait dédie des budgets de crawl en fonction des sous-domaines. Donc, oui. Merci. Encore une autre question. La gestion d'un store locator en répertoire, son répertoire, j'imagine, ne permet-elle pas une amélioration de la notoriété et du référencement du domaine principal? Boost SEO. Je pense qu'on a un petit peu répondu à la question. Je ne sais pas si, Corentin, toi, tu as d'autres éléments à rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit, mais sinon, on peut peut-être résumer rapidement. Du coup, la réponse est oui, mais encore une fois, on l'a vu avec la checklist de toutes les questions, c'est est-ce que déjà je suis en capacité de le maintenir, de le gérer moi-même, de le créer moi-même? Est-ce que techniquement tout est OK? Est-ce que d'un point de vue légal, on l'a vu dans certains cas spécifiques, dans certains secteurs spécifiques, ça pose des problèmes d'avoir son store locator sur un sous-répertoire. Et donc le sous-domaine est une solution assez contrainte. Mais sinon, je sais pas trop quoi rajouter de plus, quoi. On est d'accord, très bien. Et encore une question. Oui, donc partout peut s'adapter donc j'ai vu qu'il y avait une réponse. Partout peut s'adapter au menu ou pied de page existant. Oui, la réponse est oui. Merci Hugo d'avoir répondu. Effectivement, on a bien, on peut même potentiellement le faire en dynamique s'il y a besoin. Jonas, je reviens sur la partie sous-domaine versus sous-répertoire. Dans le cadre d'un store locator sur sous-domaine, avez-vous rencontré des problèmes de suivi des performances sur Google Analytics, par exemple entre le domaine principal et le sous-domaine où le store locator est présent? Moi, j'ai jamais eu en tout cas de ce cas-là. On arrive toujours bien à mesurer en tout cas les performances, donc je n'ai pas
Je n'ai pas noté en tout cas de choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter côté… Non, techniquement, le tracking peut très bien se faire. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Question de Hervé. Quel serait le lien entre l'outil de prise de rendez-vous sur Store Locator en rapport avec le nouvel outil de prise de rendez-vous sur GMB en bêta-test? Question pour Julien. Ouais, super question. C'est un peu la même réponse que Hugo tout à l'heure. Alors, la réponse va être, je vais essayer d'être court, mais elle va être en 3 points. Le premier, c'est que le Reserve with Google, qui est effectivement le produit dont on parle, déjà, c'est Google qui décide des secteurs d'activité sur lesquels c'est disponible. Tout le monde n'est pas éligible tout le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est tel secteur d'activité. Demain, est-ce qu'il y en aura tous? Est-ce qu'il y en aura d'autres? On ne sait pas. Donc globalement, ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que nous aussi, on gère énormément d'outils de prise de rendez-vous en ligne. Ce qui va être très fastidieux avec l'outil Reserve with Google, c'est que pour chaque fiche établissement, il va falloir aller faire ce travail d'optimisation et de synchronisation. Nous, on a un connecteur direct avec partout dans lequel on va créer automatiquement les nouveaux établissements, mettre à jour les horaires, afficher la disponibilité en temps réel. Et donc ça va permettre un gain de temps qui va être considérable dans la gestion des processus de réservation. L'autre point aussi, c'est que l'outil Google, c'est un outil de réservation basique et il est fait pour ça. C'est pas un jugement de valeur, ça fonctionne très bien. Mais on va avoir une prise de rendez-vous, un email qui va être dédié pour chaque page Google My Business. Donc ça va être très fastidieux. Nous, on va rentrer dans des programmes d'animation qui vont viser à personnaliser les notifications, les rappels, l'intensité, la forme, le fond. Et là, ça va être un outil qui va être beaucoup plus adapté à votre stratégie et qui va finalement nourrir votre stratégie plus qu'un simple gadget, entre guillemets, de prise de rendez-vous, qui peut être fastidieux à mettre en place parce que c'est établissement par établissement, et qui va pas se personnaliser à votre stratégie, mais Google, comme d'autres solutions, vont vous dire, c'est comme ça qu'on fait de la réservation en ligne, vous avez un premier niveau de personnalisation et vous pourrez pas aller bien plus loin que ce que propose une solution comme Agendize ou d'autres qui sont spécialisées dans les prises de rendez-vous. Donc, un gain de temps dans l'intégration vis-à-vis du Store Locator parce que le connecteur partout, Agendize est déjà en place. Et une personnalisation bien plus importante dans le processus d'animation qui vise à optimiser la conversion. Merci beaucoup. Une question intéressante que j'ai vue. Le Store Locator ne fait-il pas doublon des fiches GMB? Justement, non. C'est complémentaire en fait. Le but, c'est d'avoir les deux. Alors, il y a plein de sujets en plus en ce moment avec la DMA. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est une nouvelle législation qui vise, qui va potentiellement vous inciter à avoir toutes les sources de trafic à jour dans tous les annuaires et pas que Google, mais tous. Et du coup aussi le Store Locator. Le but, c'est vraiment d'avoir toutes les sources de trafic possibles. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de clics qui sont au niveau des résultats organiques et qui ne sont pas sur les fiches Google. Donc, si vous n'avez pas de Store Locator, vous n'allez pas pouvoir répondre à tous ces utilisateurs-là. Donc, non, ce n'est pas doublon. Et il faut justement que ce soit bien fait, que ce soit cohérent, en tout cas, entre GMB et Store Locator. Il faut bien qu'il y ait les bonnes informations. Ça aussi, c'est hyper important d'un point de vue SEO. Parce que s'il y a des incohérences, ça va aussi pour le coup être un peu embêtant. Donc non, la réponse est ce n'est pas un doublon. Cette question, si tu me permets, Alice, ça me fait rebondir sur la question précédente. Dans tous les cas, c'est pas excluant. C'est-à-dire que la solution Agendize ou d'autres solutions de prise de rendez-vous peuvent aussi s'intégrer aux fiches GMB. Et comme le dit effectivement très justement Alice, il faut avoir une stratégie qui va être homogène partout. Effectivement, si on propose la prise de rendez-vous sur son Store Locator, on va bien évidemment, avec le module de Google ou avec une solution spécialisée, pouvoir intégrer aussi sa prise de rendez-vous dans les recherches locales, notamment sur mobile. C'est extrêmement important. J'ai vu une question sur le prompt d'IA. On y répondra, on vous répondra par ailleurs, parce que ça sort un petit peu du sujet peut-être. Et puis il y a beaucoup d'autres questions que j'ai vues en parallèle. Je m'en charge à la rigueur, Alice. Avec plaisir, je vais répondre à Olivier. Ok, parfait. Est-ce que le Store Locator peut prendre en compte la disponibilité des produits dans les magasins? Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est assez spécifique et assez technique. Ça veut dire qu'il faut avoir accès en fait au stock du produit dans chaque magasin. Donc ça va être un peu au cas par cas, ça dépend de vos outils que vous avez chez vous et comment on peut s'y connecter. Donc techniquement, on peut toujours faire quelque chose.
Mais voilà, ça s'étudie et effectivement, c'est aussi intéressant pour l'utilisateur final d'avoir cette vision produit par rapport au store locator. S'il faut du contenu spécifique dynamique pour chaque établissement d'un store locator, comment gérer cette tâche qui peut vite devenir très chronophage quand on a plus de 100 établissements? Alors, il y avait un peu la réponse à cette question avec le content spinning notamment. Je pense qu'effectivement, il faut réussir à... Enfin, on ne peut pas faire manuellement pour 150 établissements, mais il y a des moyens en tout cas de un peu automatiser avec, voilà, un peu avec l'IA, etc. Donc, c'est peut-être ça que je répondrai. Ouais, l'IA, c'est très bien. Ma réponse. Quel process sur des store locators déjà créés? Alors, c'est une question un petit peu vague. Je ne sais pas, il faudra peut-être, Lydia, si tu peux préciser un peu cette question parce que je ne vois pas ce que je peux répondre. Bon, en tout cas, moi, sur ce point-là, je sais pas si, si Lydia va compléter sa question, mais on a aussi, et pour ceux qui sont intéressés, je pense qu'on peut leur transmettre, on avait fait un webinaire spécifique sur l'intégration, effectivement, le use case de Club Med, qu'on développe ensemble, effectivement, sur les process mis en place entre store locator, bonne pratique et prise de rendez-vous en ligne. Et je pense que ça peut être un contenu complémentaire qui peut répondre potentiellement à la question de Lydia. Il y avait une autre question aussi d'Aurélien. Pour la gestion d'agenda, il faut se connecter en EDI à l'ERP. Alors, pas nécessairement. Voilà, donc, ouais, alors je fais la question de Lydie en même temps. Donc, oui, effectivement, il y a ce webinaire qui est disponible. On pourra potentiellement soit échanger ensemble ou soit effectivement partager le replay. Pour répondre à Aurélien, non, pas nécessairement. Il y a deux niveaux d'intégration. Un qui va se baser sur la disponibilité réelle. Et là, on va plutôt s'appuyer sur des outils d'agenda type Google Workspace ou Outlook. On a des connecteurs natifs qui sont disponibles pour réaliser finalement cette interconnexion. Et ensuite, c'est plutôt en push a posteriori, où on va utiliser notre module interne de workflow qui va nous permettre finalement d'alimenter via des API REST principalement et des protocoles de sécurité bien évidemment votre endpoint API de votre CRM ou de votre ERP pour pouvoir de manière personnalisée nourrir l'information. C'est tout l'intérêt d'une solution comme la nôtre, c'est de passer l'information de manière très simple en capitalisant même sur potentiellement un tag analytics qui a pu être mis et de le transférer jusqu'au CRM en captant l'engagement. Et ça, on s'en charge effectivement avec nos équipes d'intégration. Mais un petit peu comme le disait Alice il y a quelques minutes, ça va dépendre aussi finalement de vos possibilités d'interconnexion, de voilà, votre équipement, l'accessibilité de votre ERP. Mais en tout cas, sur tous les use cases, on a des solutions qui existent, qui sont plus ou moins complexes à mettre en œuvre, mais en tout cas, elles existent. Merci beaucoup. J'en profite. On a lancé un petit dernier sondage. C'est juste votre avis, donc c'est rapide à répondre. N'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage pour dire si vous avez bien aimé ce webinaire. Niveau question, donc du coup, j'ai une autre question. Si on démarre avec un store lock en sous-domaine, est-ce que l'effort est important pour ensuite le basculer en sous-répertoire? Alors oui, parce que en fait, quand on est en sous-domaine, techniquement, en fait, on va l'héberger sur un serveur, en tout cas chez Partout, on l'héberge sur un serveur à part. Si on passe en sous-répertoire, c'est vrai que c'est potentiellement sur vos serveurs. Donc oui, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait tout copier-coller. Je pense qu'il vaut mieux en fait tout refaire dans ces cas-là. Mais oui, c'est pas forcément la même logique. Donc il vaut mieux effectivement se faire une logique, une décision assez vite. Par contre, après, en termes de contenu, ça c'est quelque chose que vous pourrez récupérer dans tous les cas. Le contenu que vous avez produit, on parlait de pour sans établissement avoir des descriptions, ça vous pouvez toujours le garder et le réimporter potentiellement sur un sous-répertoire. Yes, je précise. Alors c'est complexe, après pas impossible, mais surtout la vraie question c'est du coup pourquoi vouloir rapatrier sur le sous-répertoire après avoir démarré sur un sous-domaine. Et inversement, si on commence sur un répertoire, pourquoi switcher sur un sous-domaine parce que potentiellement on a de plus en plus d'établissements physiques et que du coup la gestion devient de plus en plus compliquée. Dans ce sens-là, en tout cas, ça me paraît plus logique, mais dans l'autre sens, la question peut se poser en tout cas, mais c'est pas infaisable en soi. Non, c'est pas infaisable. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions.
Ah, il y a encore une question. Quid de la gestion des revendeurs en ligne? Possible de les intégrer d'une façon différente dans le Store Locator? Alors, la question des revendeurs, je sais pas, la question peut être prise un peu de différents axes. J'imagine que la question des revendeurs en général, c'est que on a un peu moins d'informations sur eux, ou alors on veut les mettre un peu moins en avant, donc il y a plein de petites choses qui peuvent être faites, notamment avec des filtres. On peut jouer avec des filtres si on veut les mettre en avant ou pas. Partout, on a plusieurs clients qui veulent mettre en avant du coup leur propre boutique à la place des revendeurs, et donc du coup on filtre juste sur les boutiques en propre. Et comme ça, les revendeurs n'apparaissent pas tout de suite, mais il faut défiltrer pour pouvoir afficher. Donc, j'imagine que c'est un peu ça la question. Et après, sur les données des revendeurs, je vous inviterai à suivre. On a fait un webinaire spécifiquement sur une solution qu'on a là-dessus. On pourra vous l'envoyer pour récupérer justement les données des revendeurs plus facilement si jamais parmi les revendeurs, on a des clients chez Partout. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. On pourra peut-être vous l'envoyer. Je pense que du coup, Lydia, on avait bien répondu aux questions. Et donc, si vous n'en avez pas d'autres, je regarde rapidement dans le chat. J'ai l'impression que toutes les questions ont été mises. Donc, n'hésitez pas encore à répondre au dernier sondage sur votre avis. Ça nous intéresse, ça nous permet de nous améliorer. Donc, n'hésitez surtout pas et de vous fournir encore du contenu de plus grande qualité, si ça ne vous a pas suffi en tout cas. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu en tout cas à vos questions sur le Store Locator. On reviendra vers vous si vous en avez d'autres. Et on reprendra contact avec vous aussi pour vous reparler de nos différentes solutions, si cela vous intéresse. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre participation et toutes vos questions. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Très bonne journée. Merci. Bonne journée. Ciao.